Dans cette 3e saison du podcast « Il était une fois le bijou », je vous invite à plonger au cœur du diamant. Il est, selon l'inoubliable Marilyn, the girl best friend, mais également, suivant les légendes, le fruit des étoiles, et donc, naturellement, une amulette ou un talisman. Le diamant, c'est aussi un symbole, une icône, reconnue dans le monde entier, et depuis les anciens textes bouddhistes, il est considéré comme la vérité éternelle. Pour les chercheurs, comme le professeur au Muséum national d'histoire naturelle François Farge, que nous avons entendu dans l'épisode 1, le diamant appartient à notre histoire, celle de notre savoir-faire. Pour les scientifiques, c'est un matériau d'exception dont la structure atomique et l'extraordinaire dureté ne sont que des propriétés essentielles à la recherche de demain. Pour les gémologues, c'est une perpétuelle source d'étonnement, avec ses couleurs et ses feux tout aussi exceptionnels que rarissimes. Pour les amoureux du diamant, c'est un miracle de la nature. Et pour les producteurs de diamants, c'est une raison d'être. Et justement, je reçois Mina El Hadraoui, la directrice France du Natural Diamond Council, qui vient de lancer en version française sa plateforme officielle d'information sur le diamant naturel, le site naturaldiamonds.com. Alors je lui ai posé cette question toute simple et dont la réponse est pourtant complexe. Comment ces producteurs de diamants qui représentent 75% de la création mondiale font-ils pour trouver des diamants et les exploiter de façon éco-responsable ? Je suis Anne Desmarais de Jotan, amoureuse des mots et passionnée du bijou. Êtes-vous prêt à écouter cette belle histoire de bijou ? Commençons. Il était une fois le bijou. Mina, le diamant. Dites-moi tout sur le diamant. Le diamant, vecteur de rêve, vecteur d'éclat, j'ai envie de dire. En même temps, le diamant, qu'est-ce que c'est ? Le diamant, c'est une pierre qui existe bien avant l'être humain. Déjà. 3 milliards d'années et 500 kilomètres au cœur de la Terre pour trouver des diamants. Donc ça veut dire que la création de la Terre, la création du diamant, il y a quel rapport à peu près ? Elles sont proches. Elles sont proches. Donc c'est si vieux que ça, j'allais dire. Oui. Ouais. C'est vraiment lié, on peut dire que le diamant est lié à la Terre. Le diamant est complètement lié à la Terre. Beaucoup plus qu'à l'humanité finalement. Beaucoup plus qu'à l'humanité, mais complètement. Alors, elle est liée à la Terre, effectivement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus liée à l'humanité. Il y a un pont qui s'est fait entre la Terre et l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, NDC, qu'est-ce que c'est ? Natural Diamond Council, c'est un regroupement des plus gros producteurs de diamants. Vous avez par exemple De Beers, vous avez Alrosa, vous avez Rio Tinto, donc vous avez Murova. Donc vous avez comme ça les plus gros faiseurs qui représentent à peu près entre 75 et 80% de la production mondiale. Et alors, la production mondiale, c'est combien ? C'est 140 millions de carats par an. Ça fait combien de diamants ? Alors, ça dépend. Ça fait des milliards de diamants. Ça fait des millions et des millions de diamants en pierre finale et en toute petite pierre aussi. Ceci dit, la source va tarir un jour. Et quand on dit qu'on produit, ça ne veut pas dire qu'on vend en même temps ? Non, ça ne veut pas dire qu'on vend en même temps. En fait, entre le moment où on extrait un diamant et le moment où il arrive sur le marché, il s'écoule 2 ans, à peu près, en moyenne. C'est comme quand on crée un produit. On est en phase de réflexion créative, de développement, de production et de mise en place sur le marché. En général, c'est entre 6 et pareil, 1 an et demi, 2 ans en fonction de la complexité du produit. Pour le diamant, c'est la même chose. Donc c'est le même cycle entre quand on l'extrait de la mine et qu'on cherche une certaine traçabilité, donc le fameux Kimberley Process, où chaque pierre qui est extraite des mines de diamants passe le test de la certification, qui explique que chacune des pierres ne provient pas de conflits armés ou terroristes, et en même temps viennent de sources légitimes. C'est-à-dire de gens qui ont fait une mine, qui payent des gens, qui vont chercher des mines, voilà, et pas Qui du diamant volé non, au voisin. Absolument pas. En fait, c'est une image un peu caricaturale, mais effectivement, la plupart des faiseurs de diamants, des producteurs de diamants, notamment ceux qui travaillent au travers du Natural Diamond Council, déjà sont des groupements extrêmement présents dans les pays dans lesquels ils travaillent, que ce soit pour De Beers ou pour Murova en Afrique du Sud, pour la Russie, Alrosa. Ils sont très présents localement, donc ils contribuent à l'effort social et national. Donc, ils payent les taxes gouvernementales et ils travaillent en collaboration avec les gouvernements. C'est pas du tout l'image j'exploite le diamant et je m'en vais. Absolument pas.
On travaille main dans la main pour qu'il y ait une traçabilité. En même temps, dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible de dire « Ah tiens, je suis une entreprise, je vais arriver quelque part, et puis j'ai décidé de produire là, et puis on ne me dira rien ». Non, ça n'existe plus. Et heureusement. Le gouvernement du Botswana, pour prendre l'exemple, a clairement compris que l'industrie du diamant peut être non seulement une ressource naturelle importante, fait partie de la richesse du pays, mais aussi un moyen de transformer et de développer le pays. Je vous donne un exemple. Quand un des producteurs de diamants extrait un diamant et le vend sur le marché, sur une base 100, il va redistribuer 80 au gouvernement. La taxe est autour de 80% de la valeur marchande du diamant. Donc, du coup, cet investissement que fait le gouvernement du Botswana, cet argent que récupère le gouvernement du Botswana, le réinvestit dans son pays, donc en créant des infrastructures, des routes, des écoles, des hôpitaux, en finançant des universités. Par exemple, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc, l'instruction est obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans au Botswana. Et il y a tout un accompagnement. Donc, en fait, toute l'industrie du diamant favorise ce développement et cette contribution sociale. Et est-ce que c'est la même chose partout? Parce que, est-ce que les règles du Botswana, c'est les mêmes en Russie, c'est les mêmes, je ne sais pas où? Les règles que l'on trouve au Botswana ne seront pas les mêmes que celles que l'on va trouver au Canada ou que celles ou les engagements que l'on va trouver en Russie. Je vous prends l'exemple du Canada. On est plus dans une empreinte, la fameuse green footprint, donc l'empreinte écologique. Au Canada, par exemple, la mine d'Yavik, elle exploite un parc éolien. Elle a développé son propre parc éolien pour se fournir en énergie et donc être moins dépendant d'énergie fossile, réduire son empreinte carbone. Donc en fonction des spécificités de chacun des pays, il va y avoir une intervention propre au pays. Et quand on est en Russie ou quand on est en Antarctique, il y a des diamants en Antarctique, je Oui, il y crois. a des diamants. Comment on fait dans le froid? Alors, comme dans le chaud, pardon, mais oui, comme dans le chaud. Donc, le fameux trou que l'on creuse dans la terre, donc on aime bien mettre en avant, mais in fine, c'est simplement effectivement un trou qui est creusé dans la terre, et ensuite, rien d'autre n'est fait, à part utiliser de l'eau pour fragmenter la kimberlite. L'eau qui est recyclée à 85%. L'industrie a créé une chaîne vertueuse, la plus vertueuse possible, avec comme objectif de réduire son empreinte carbone, avec comme objectif d'avoir un impact social, avec pour objectif prendre en compte son environnement. Et je pense que pendant 15 ans, ils ont vraiment réussi à métamorphoser l'industrie. Et c'est une des rares industries, parce que quand on regarde l'industrie du textile, l'industrie de la mode, l'industrie de l'automobile, on n'est pas du tout dans ces sphères-là, en fait. L'industrie du diamant a vraiment su se remettre en cause et en question, parce qu'il le fallait, et en même temps a anticipé l'avenir. C'est-à-dire, OK, aujourd'hui, on travaille de telle manière, mais dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, comment est-ce que ça va se passer? Quelle sera notre empreinte? Quelle sera notre contribution? Et donc, de fil en aiguille, ce qu'on appelle les bonnes pratiques, les good practices, qu'ils ont essayé de développer, de mettre en place et qu'ils partagent entre membres de la NDC. Et alors, moi, j'avais connu la DPA, l'Association des producteurs de diamants. La NDC, c'est la même chose? C'est la DPA. C'est l'ancien nom de NDC. Donc avant, effectivement, ça s'appelait Diamond Association Producer, qui est devenu Natural Diamond Council, avec une vision plus consommateur final. Donc l'idée, c'est d'être davantage transparent sur... c'est vrai qu'il y a tout un fantasme qui se fait autour de la mine. On exploite des petits-enfants, etc., mais c'est pas du tout le cas. Les exploitants de mines de diamants sont soumis à des règles extrêmement strictes à tous les niveaux. Social, environnemental, à tous les niveaux. Ils ont des cahiers des charges très stricts et en même temps, ils s'imposent des cahiers des charges extrêmement stricts. Donc, la plupart d'entre eux font partie du RGC Council, donc sont labellisés RGC. Et RGC, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un label qui nous permet de déterminer que telle et telle entreprise respecte les droits de l'homme, par exemple, respecte le droit du travail, a une contribution sociale à l'égard de ses employés, etc., etc. Et c'est qui l'a inventé, cette RGC? En fait, c'est une ONG, si vous voulez, et c'est aussi en même temps, c'est un peu comme le Kimberley Process, si vous voulez. Donc, on a besoin de labelliser les entreprises et essayer de transformer les besoins en transparence et en critères sociaux. Et du coup, le RJC a été créé pour cela par des organismes indépendants. Alors, moi, je ne comprends pas la différence entre le processus Kimberley et la RJC. Le processus de Kimberley
concerne uniquement la traçabilité des pierres. On garantit par le processus de Kimberley que les diamants que vous achetez ne proviennent pas de sources illégitimes qui financent les conflits et les guerres armées. Donc ça, c'est la priorité du processus de Kimberley. Et ça a été fait par qui, le processus Kimberley, alors? Par le World Diamond Council et aussi par des ONG qui, quand il y a eu la période dans les années 90, des groupes armés rebelles en Afrique ont utilisé les mines de diamants et forcé les populations locales à extraire les diamants, une forme d'esclavagisme moderne, pour financer leurs achats d'armes et leur terrorisme. Et donc le British Diamond Council, c'est quoi? Le World Diamond Council, pardon. en fait, c'est un groupement où on s'exprime au travers du diamant, mais à l'échelle planétaire. D'accord. Et c'est dans le groupement, c'est les producteurs de diamants ou des gouvernements? Il y a qui? Il y a des ONG, D'accord. il y a des producteurs de diamants, il y a des sociétés certificatrices, des normalisations, par exemple. Vous prenez toutes les normes qu'on peut utiliser au travers de nos métiers. Donc en fait, il y a tous ces différents acteurs qui viennent un peu constituer le World Diamond Council. Donc en fait, c'est un supra-œil vérificateur, si j'ai tout compris, qui est international, C'est ça. qui surveille les producteurs, voilà, et qui les labellise. Alors en fait, il les surveille, oui, il garde un œil sur les pratiques. En fait, l'idée, c'est d'avoir des pratiques vertueuses et de les partager. C'est aujourd'hui comment, il y a 15 ans, plus de 15 ans même, quand l'industrie s'est remise en question, comment on fait? Par quel bout on prend la problématique? Parce que entre les normes environnementales, le besoin en développement durable, le besoin en intégration sociale, qu'est-ce qu'on fait pour les communautés locales? En fait, il y avait toutes ces questions qui sont arrivées d'un coup, qui sont devenues une évidence, mais par quel bout on prend cela? Donc voilà, donc tout le World Diamond Council est là pour essayer de travailler à cela et accompagner l'industrie du diamant dans sa globalité. D'accord. Et donc le RJC, par contre, il a été fait par les producteurs? Non. J'ai pas tout compris. Non. Le RJC, en fait, c'est un label que toutes les entreprises, toute l'industrie, bijouterie, joaillerie, producteurs, distributeurs ou autres peuvent prétendre. D'accord. Tout le monde peut prétendre au RJC. Dans nos métiers, je parle des professionnels. Le RJC, c'est un label qui vous permet de dire que, au niveau social, vous êtes en règle parce que vous respectez vos salariés, parce que vous leur donnez un environnement de travail digne de ce nom, parce que vous leur donnez un salaire digne de ce nom, parce que vous respectez aussi les droits de l'homme. Une fois qu'on a vérifié la traçabilité et la bonne foi, j'allais dire, des entreprises, les producteurs se sont encore rassemblés, ce qui est quand même un peu extraordinaire, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de filières où les producteurs arrivent à s'entendre, même s'il n'y en a que 7, c'est ça? 7. Entre 7 et 11. Voilà. Oui. Pourquoi il y en a entre 7 et 11? Alors, il y a plusieurs structures, mais on est entre 7 et 11. Les producteurs se donnent eux-mêmes leurs problèmes et se défient eux-mêmes d'inventer des choses. L'idée, c'est effectivement d'inventer des bonnes pratiques. Quand je dis bonnes pratiques, c'est par exemple ce qui fonctionne en Russie. Est-ce que ça peut fonctionner en Afrique du Sud? Est-ce que ça peut fonctionner au Botswana? J'ai créé un parc éolien pour économiser sur mon énergie et en même temps avoir un cercle plus vertueux. Ça peut être intéressant parce que toi, là où tu es situé, tu as du vent, le soleil est plus dominant, etc. etc. Donc en fait, voilà, c'est vraiment... oui, c'est les bonnes pratiques techniques aussi. Donc environnementales, d'accord, mais techniques aussi. Est-ce que tout ça, c'est bio? Parce qu'aujourd'hui, on dit bio, on dit éthique. Déjà, tout le monde dit le même mot et ne dit pas la même chose. Mais bio, est-ce que c'est bio? C'est beau, mais est-ce que c'est bio? Beau, bio. Alors, c'est bio, on dira jamais qu'on est green, si vous préférez. Parce que c'est pas possible d'être green. Vous creusez un trou dans la terre, quand même, vous utilisez de l'électricité malgré tout. Donc, dire qu'on est complètement green, c'est faux. Et c'est tromper le consommateur. Je pense, à mon avis, quand on... Enfin, il faut vraiment avoir une empreinte carbone zéro pour pouvoir dire qu'on est green. C'est-à-dire même les batteries dans l'industrie automobile, pour les automobiles électriques, c'est compliqué de dire que c'est totalement green. Bon. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. On n'a pas cette prétention. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'on fait le maximum pour réduire notre empreinte carbone. L'idée, c'est comment je peux faire pour que chaque année, nous puissions réduire notre impact environnemental. Comment on s'y prend et comment on travaille autour de cet enjeu-là, qui est, au-delà de l'aspect économique, un réel enjeu. Donc en fait, si je résume, aujourd'hui, quand j'achète un diamant ou un bijou avec un diamant, je sais qu'il a été extrait comme il fallait pour faire le moins de dégâts possible, j'allais dire. Il a été produit comme il fallait et je sais d'où il vient. Alors aujourd'hui, effectivement, quand on achète un diamant naturel, on sait d'où il vient.
On sait qu'il ne provient pas de zone de conflit. On sait aussi qu'on contribue à un développement social dans d'autres pays. On contribue aussi à un effort environnemental malgré tout. Et en même temps, on essaie aussi de participer et de faire en sorte que cette industrie continue à réduire son empreinte carbone. Donc quand on achète un diamant, c'est pas sans conséquence. Quand je dis conséquence, c'est forcément des attributs plutôt vertueux. Parce qu'encore une fois, c'est une des rares industries qui a su se remettre en cause et qui le fait factuellement. Donc c'est 70 000 emplois à travers la planète, l'industrie du diamant. C'est 10 milliards de rétributions sociales, directes ou indirectes. Donc c'est pas anodin comme acte d'achat. Et en même temps, en toute transparence, c'est pour cela qu'NDC existe avec le site Only Natural Diamond. C'est justement pour aiguiller le consommateur et lui expliquer en toute transparence ce que fait l'industrie minière. Et on dit des fois qu'il y a des réserves. Ça veut dire qu'il faut acheter un diamant aujourd'hui, il faut investir ou il faut juste acheter un bijou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le diamant, c'est un coup de cœur. En général, on a un instant très important à célébrer quand on s'achète un diamant. Moi, j'invite chaque cliente qui ont envie de consommer, d'acheter, de se faire plaisir, d'acheter un diamant, en ayant toutes les informations utiles et nécessaires à leur achat. Parce que l'émotion, ça ne se contrôle pas et ça ne se guide pas. Par contre, il faut prendre sa décision, son acte d'achat bien réfléchi. Est-ce qu'on a une idée de combien de temps ça peut encore durer? Est-ce qu'on trouve encore des mines aujourd'hui? Alors, il est vrai qu'il existe des gisements, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, on met des décennies avant de trouver un gisement, encore des décennies pour pouvoir l'exploiter et être sûr, parce que c'est pas parce que vous trouvez de la kimberlite qu'il y a forcément des diamants. Donc, on met des décennies à être sûr qu'il y a bien un gisement de diamants, parce que derrière, ça veut dire plein de choses. C'est-à-dire qu'on va créer une industrie autour et qu'on va avoir un impact. Et aussi, il faut des décennies donc pour l'exploiter, pour avoir des autorisations pour l'exploiter. Parce que le gouvernement ne vous donne pas et ne vous attribue pas, sous prétexte que vous avez découvert un gisement, des ordres ou des blancs-seings. Voilà. Pour pouvoir exploiter les mines de diamants, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il faut vraiment, c'est très très strict comme environnement. Et c'est pareil, quand la mine n'a plus de diamants et tarie, là c'est la même chose. Il faut des décennies pour la remettre en l'état. On programme en fait, tout cela est programmé. Quand une mine doit fermer, elle est déjà programmée. Et au fur et à mesure, les désengagements se font. Et au fur et à mesure, la réhabilitation du site se fait. Et en attendant, où est-ce qu'on pense qu'il y aura des mines de diamants demain? Dans le pôle Nord? Alors, on parle beaucoup de la Russie. C'est effectivement fort probable. Aujourd'hui, c'est impossible de dire que tel et tel endroit, il y a du potentiel diamant. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il suffit pas de dire je rejoins la planète, puisque je sais que les continents sont écartés, je la rejoins, je regarde où il y en avait et je pointe un trou en travers de la Terre, je le trouve de l'autre côté. Non, ça marche pas comme ça. Ça serait tellement plus simple. Ça serait tellement plus simple. Mais donc, en fait, ça reste très compliqué. Chaque mine doit forcément se tarir un jour ou l'autre, mais on n'a aucune idée de la richesse en diamants de la Terre. Non. On ne peut pas savoir avec exactitude combien de millions de carats de diamants la Terre renferme. D'accord, donc ça veut dire que l'achat d'exception, il faut le faire quand on a envie, parce qu'après ça va être trop tard, peut-être, mais on n'en sait rien. C'est ça, c'est en ça. fait. Mais du coup, quand une mine se termine, parce qu'il y a un moment donné où la Terre ne délivrera probablement plus de diamants. Donc, on ne sait pas ce qui se passera ensuite. Donc ensuite, effectivement, le diamant a sa rareté. Et c'est pour ça que ça en fait une pierre d'exception. C'est la pierre des rois. Donc l'exception va avec sa valeur et en même temps sa part de mystère. 3 milliards d'années, 500 km au cœur de la Terre, c'est quand même pas anodin. C'est propre au diamant parce que les autres gemmes n'ont pas cette latitude. Donc c'est ce qui en fait une pierre un peu à part, en fait. Elle est beaucoup convoitée, copiée, etc. Les attributs du diamant sont tellement exceptionnels que, bien évidemment, on a envie de se les approprier. Et dans tous les diamants qu'on sort de la Terre, il y en a combien qui servent à faire des bijoux et il y en a combien qui servent à, faire des trucs industriels, qui liment, qui poncent, qui font des trous, qui je sais pas quoi? Alors, en général, toutes les pierres que l'on a dans les mines, la plupart du temps, c'est essentiellement pour l'industrie joaillière. Et de manière globale, les diamants synthétiques sont faits pour l'industrie, en fait. Que ce soit l'automobile, l'aviation, le nucléaire, ferroviaire, voilà. On utilise essentiellement des diamants synthétiques qui ont été créés, il me semble, dans les années 30-50
justement pour l'industrie. Et alors, périodiquement, on voit des articles sur « Ouah, génial, le plus gros diamant du monde, etc. etc. » Au jour d'aujourd'hui, combien on sort de diamants pour la joaillerie, pour la haute joaillerie, de diamants d'exception? Par définition, ils sont... L'exception, c'est l'exception, d'accord. Du coup, c'est quelques pierres par décennie. Donc, c'est ce qui fait que quand on les a aux enchères, il y a une envolée. Donc, du coup, oui, quand il y a une vente aux enchères d'une pierre d'exception, même si on n'a pas les moyens de se l'offrir, on peut se le dire, ça a le mérite d'aller regarder ce que la Terre est capable de faire, en fait, de manière naturelle. Hein. Un diamant d'exception, évidemment, c'est les 4C, etc. Mais ça veut dire, aujourd'hui, avec le recul qu'on a, d'exception, c'est gros comment? C'est gros comme l'émotion qu'on y met, en fait. Et objectivement, on peut avoir une pierre de 30 centièmes, mais elle a une valeur émotionnelle de dingue parce que elle symbolise une période dans sa vie, parce que c'est un moment T. Et puis plus tard, avoir une pierre de 3-4 carats, mais elle n'aura pas la même valeur. Émotionnelle, je parle. Donc c'est très personnel. En fait, c'est l'émotion qu'on y met. On peut craquer sur un tout petit diamant, sur un pavage, comme sur une pierre de centre. Waouh! Mais voilà, c'est vraiment propre à chaque consommatrice, en fait. Et son idéal, on idéalise tous le bijou de rêve pour le jour J ou autre. Donc, personnellement, c'est la valeur que j'aime le plus, en tout cas. Dans les histoires autour des diamants, les histoires anciennes, laquelle vous préférez? Est-ce qu'il y en a une que vous aimez, que vous préférez? Alors, en fait, elles ont toutes une histoire tellement atypique. Alors moi, j'aime beaucoup l'histoire du Mazarin, mais en même temps, ma préférée, ça reste les histoires du diamant autour d'Elizabeth Taylor, qui pour moi sont juste mythiques, quoi. C'est la femme dans toute sa splendeur, la femme qui s'assume, c'est la femme d'aujourd'hui, en fait. Et cette femme-là, elle est intemporelle. Et à l'époque, déjà, c'était le diamant et des diamants d'exception. On était sur des choses tellement en dehors des codes traditionnels que je suis très admirative de ces choix en pierre et en diamant, et surtout le diamant, quoi. C'est le diamant naturel. Voilà, elle pouvait juste le porter avec un col et un trait d'eyeliner, et ça sublimait la femme qu'elle était. Et c'est surtout moi, ce que j'aimais chez l'histoire du diamant autour d'Elizabeth Taylor. Donc toujours cette symbolique de l'amour, hein, c'est waouh. Voilà, son histoire est waouh. Et en même temps, faut assumer de porter des diamants tels qu'elle les portait. Donc ça montrait aussi la femme de caractère qu'elle était, c'est-à-dire la femme avant-gardiste. Aujourd'hui, on est toutes un peu cette femme, si vous voulez. Mais à son époque, c'était pas anodin quand même. Et donc porter des pierres aussi exceptionnelles autour du cou, de les assumer, même d'en être un peu, j'ai envie de dire, impertinente, c'est mon passage préféré en diamant. Au-delà de la valeur historique, parce que l'histoire qu'a notre pays avec le diamant naturel, la pierre préférée de Louis XIV, le diamant bleu. Donc voilà, les cardinaux qui ont toujours légué des diamants exceptionnels. Donc on a une histoire dans notre histoire nationale qui est riche. Mais bon, je reste... c'est un peu mon côté glamour, mais l'histoire avec Elizabeth Taylor et son cher et tendre m'émeut beaucoup. Eh bien, écoutez, on va souhaiter à chaque femme d'avoir son diamant et son mari qui lui offre des diamants, ou son prince charmant qui lui offre des diamants, ou sa princesse charmante qui lui offre des diamants. Et comme vous l'avez souligné, le plus beau diamant pour chacune, c'est celui qu'on a. C'est ça, exactement. C'est celui qu'on a. Merci Mina. Merci. Au revoir. Au revoir. Ainsi se termine cet épisode d'Il était une fois le bijou. Lors du prochain épisode sur cette thématique Diamant Forever, c'est Tony Haddad, le diamantaire, qui nous racontera toutes les couleurs du diamant. Lors du prochain épisode du podcast Brillante, je recevrai Stéphanie Desor, l'auteur du livre La Panthère, qui ressuscitera pour nous Jeanne Toussaint, la directrice mythique de Cartier. Comme vous le savez, je donne une voix au bijou chaque dimanche en alternance sur un de mes 3 podcasts. Alors pour ne manquer aucun de nos rendez-vous autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts. Il était une fois le bijou, ou bien le bijou comme un bisou, et enfin Brillante. Sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube, et encouragez-moi en likant, en mettant des commentaires et en partageant. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Vos encouragements brilleront pour moi comme des joyaux. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.